Ceci est un podcast qui est dans le fond la prise 2. Pourquoi une prise 2? C'est parce que moi, Pierre-Luc Espantoso, je l'ai soit supprimé ou soit perdu dans mon bordel informatique qu'est mon ordinateur. Ou il a juste tout simplement disparu parce qu'il était tellement bon que le destin a fait que non, tu ne publieras pas ça. Et ben nous on a décidé que fuck it, on va le refaire. Aujourd'hui au podcast Entre les quatre coins du ring avec Pierre-Luc Espantoso et Richard Adam Gagné, on parle de nos personnalités favorites dans le monde de la lutte, tout temps confondu. Alors Richard, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, toi, mon cher. Hey, cette audition-là, est-ce que là, c'est assez bien fait ou c'est pas bien fait? Ah, c'est bien fait. Trop pris, mesdames et messieurs, mais au moins vous avez la meilleure. Alors, comme je disais, on va reparler du sujet, d'un sujet qui nous tient à cœur, puis qui, dans le fond, tiendrait pas mal à cœur n'importe quel amateur de lutte. Et je parle ici de qui est sa personnalité favorite. Après tout, au hockey, t'as tes hockeyeurs préférés, au baseball, t'as tes joueurs préférés, etc. Fait qu'à la lutte, toutes les raisons sont bonnes pour aussi avoir ses lutteurs favoris. Totalement. Et ce qui est agréable dans le domaine de la lutte, c'est que le lutteur soit gentil ou méchant, t'as tous les droits de l'aimer en plus. Absolument. Et comme j'ai dit au début, le lutteur, ou même la lutteuse favori, peut être même de tous les temps, peut même être active, pardon, ou peut être même retraité. C'est vraiment au choix. Ou peut même être mort, en fait. Exactement. Mais écoutez, on va couper le podcast court. Là, si vous le saviez pas déjà, à ce qui paraît, un certain Ronnie Jeremy à la ICW est le lutteur favori de Richard Adam Gagné. Je sais pas pourquoi. Pas convaincu, mais je sais pas c'est qui. Ça fait que ça part mal. Ça va très mal, oui. Mais bon, écoute, je pense que c'est intéressant qu'on définisse ce que nous on recherche personnellement, néanmoins chez un lutteur. C'est parce que c'est ça qui est le fun avec avec les lutteurs, c'est que oui, c'est vrai, ils sont souvent plus grands que nature, oui, c'est vrai, ils ont, en tout cas, le sont plus grands que nature, vraiment, là. Euh, ils ont autant que possible, ils ont des personnalités ou des traits très distinctifs. C'est ça qui rend vraiment la chose le fun. Donc, tu sais, tu disais tantôt, je vais continuer ce que tu disais tantôt, on a l'embarras du choix que le lutteur soit un face ou un heel. On peut l'aimer. Je vais donner un exemple, même après le Screwjob de Montréal, ben des gens capotent sur Shawn Michaels, qui était dans les années 90, fin 90, pourtant un heel majeur. Il était juste pas un heel qui était vendeur. Si tu te fies aux ratings. Ben, dans les années 90, honnêtement, je fais partie de ce regroupement de personnes qui étaient un gros fan de Shawn Michaels. Donc tu étais C'était un mon gros lutteur fan de Shawn préféré Michaels. dans ces années-là. C'était mon lutteur. Je ne vouais que par lui. Et ça a resté longtemps, honnêtement, mon lutteur préféré. Mais qu'est-ce qui t'a attiré de Shawn Michaels, toi? Dans un, j'ai toujours apprécié un peu son attitude, sa manière qui était dans le ring, le charisme qu'il respirait. En tant que tel, il était très agréable à voir lutter. Il était un très bon lutteur. Puis comme je dis, j'aimais tout le temps son attitude un peu arrogant slash baveux, mais en même temps, c'était tout le temps dans le but de faire rire la foule. C'était super drôle. Euh, Là, je pense qu'il confond parce que faire rire la foule, je vois plus ça comme étant D-Generation X, mais je vois pas ça comme avant D-Generation X. Avant D-Generation X, Michael était voulu pour être le petit Chris. ouais, on peut le dire comme ça aussi, j'avoue. Fait que, tu vois ce que je veux dire. Michael, par exemple, c'était effectivement c'est effectivement un des athlètes qui redéfinit le charisme. Je veux dire, je pense que même son charisme rivalise, sinon surpasse celui de Hogan. Mhm. Moi, je trouve, parce que Hogan, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a un méchant charisme de monstre. Mais en même temps, c'est un petit peu forcé au c'est que Shawn Michaels, c'est tout du naturel. Je veux dire, je me rappelle
dans un séminaire de lutte à la NCW, moi, on m'a raconté que Lance Storm s'est beaucoup, beaucoup servi de Shawn Michaels, pardon, pour expliquer l'importance du charisme et comment l'utiliser dans la lutte. Parce qu'il faut pas oublier que le sport, que ce sport est un sport spectacle extrême. Donc la dernière chose qu'il faut que tu ailles, mais qui est le problème de bien des gens, puis c'est vraiment une lampe à double tranchant, c'est avoir du charisme. Parce que si t'as pas de charisme, mais comment que tu peux même espérer de connecter avec le monde qui te regarde? Effectivement, le charisme et la présence, c'est deux choses qui sont très importantes. Et différente, ceci dit. Effectivement, le charisme, j'ai tendance à dire que ça peut, jusqu'à un certain point, s'apprendre. Jusqu'à un certain point. Mais la présence, c'est quelque chose que tu dégages. C'est Voilà. au-delà c'est au-delà de quelque chose que tu... Pour reprendre une phrase, You can't teach that. Que that's soft. You can't teach that. Donc, non, Dixie, le caniche du duo Enzo Amore et Big Cass. Alia. Écoute, c'est pas un caniche, c'est un chihuahua, ce gars-là. Là. Tu veux Mais pas le voir Enzo, fâché. on a un autre qui a beaucoup de charisme naturel, puis qui, de nos jours, pourrait rivaliser facilement celui de Michael, autant qu'on vient de dire qu'il peut, le charisme de Michael peut rivaliser avec celui d'Hulk Hogan. Non, effectivement. Mais comme je dis, ça, c'est des 1 sur 1 million. Là. Il y en a pas beaucoup des lutteurs comme Oh ça. god, non, c'est malade. Fait que faut que tu capitalises dessus quand tu l'as. Puis c'est ça que Vince a fait avec Shawn Michaels. Mais malgré que Shawn était également très lèche-cul à l'effigie de son patron. Parce après tout Michael, c'était toujours été considéré comme étant un petit. Il pesait pas 300 livres, il était pas une montagne de muscles, mais il était quand même très très le fun à voir. Puis il était quand même. Il était en bonne condition physique, c'était quand même un excellent athlète. Il a pas juste conditionnement physique, mais également le conditionnement en tant que tel. C'est pas pour rien que les gens disent que Shawn Michaels était un des athlètes les plus résilients et les plus résistants de son temps. Puis il a quand même été longtemps, je veux dire, si on veut parler de Shawn Michaels, le dude a eu une blessure au dos assez malade. Oh, c'était quelque chose d'important. Puis il est Là. revenu combien de temps après, là? 5 ans, 6 ans? Pour faire juste un match avec Triple H avant de dire Hey Christy, je pense que je vais faire un retour à temps plein. Je suis encore capable. Tu Je sais. suis encore Mais capable. honnêtement, cette blessure-là aurait dû être la fin de sa carrière. Point. Là. C'est ce qu'on disait à la base. Les gens pensaient qu'il pourrait jamais revenir dans le ring. Là. Et c'était en quelque part légitime parce que le Michael a tombé le boss d'eau comme entre guillemets solide. Il a essayé de se. Michael en plus a essayé de tant bien de mal de pas se faire mal, mais que c'est inévitable. Là. Quand il s'est battu contre Taker puis qu'il y a eu une projection à l'extérieur du ring pour que Michael tombe proche du cercueil, mais le cercueil était beaucoup trop loin. Fait que quand Michael est tombé, le bas de son dos a comme solidement, vachement accroché Le coin, le le rebord du cercueil, c'était pas beau à voir. écoute, c'est sûr que c'est pas rien comme Philip Vicious, puis sa cheville, mais c'est quand même, dans le cas de Michael, c'est quand même, oh fuck, c'est du sérieux. Ça a juste pas de l'air sérieux parce que tu vois que Michael essaye de pas, d'éviter le coup, mais dans ses efforts d'éviter le coup, tout ce qu'il a fait, c'est de rendre la chose beaucoup moins pire. Mhm. À son mérite, le pire, c'est qu'il a pas juste fini le match, il a continué à lutter quand même un certain moment avec cette blessure-là en plus. Là. Ouais, parce que. Mais puis, tu sais, là, en plus, on parle du fait que il était à temps plein, il faisait les house shows. Ça veut dire que donc, il lutte facilement 250 à 300 jours par année. Parce que là, on parle pas juste qu'il a lutté quelques semaines, je pense qu'il a lutté encore quelques mois, c'est pas encore 1 ou 2 ans. Puis en plus, c'était
Ouais, mais mon dos suit plus. Hmm, totalement. Donc, ouais, non, ben, Ça, c'est années 90 dans ton cas. Mhm. Est-ce que je me rappelle plus, est-ce que toi t'as suivi la lutte dans les années 80? Un peu, Ok. mais très légèrement. Je suis quand même né en 87. Ouais. Donc, Mon dit jeune. j'ai regardé un peu des trucs quand que l'Internet a commencé à sortir, voir les choses qui se passaient avant. Puis veux pas, souvent, non, on avait des comebacks, puis des trucs comme ça. Donc, j'ai connu certains lutteurs des années 80, mais pas plus qu'il faut. Hmm. Fait que dans le fond, toi, c'est vraiment. T'es totalement années 90. C'est ça que tu Oui. me dis. Ok. Ah, ok, c'est cool. De mon côté, je te dirais que mon producteur en qui je suis, entre guillemets, qui m'a fait tomber en amour avec la lutte, ben les gens t'enfonçaient dans la gorge que le meilleur lutteur c'était Hulk Hogan. Évidemment, c'est lui qui avait la ceinture. Mhm. Mais moi, c'était Macho Man Randy Savage. Parce que Macho Man avait également l'étiquette et l'étiquette de lutteur. Il savait lutter, il savait worker un match. Il avait lui aussi du charisme. Qui avait, par exemple, c'était par exemple dans son charisme qui était moins important que celui de Hogan. Il y avait également plus de présence que Hogan parce que lui il avait plus de costumes colorés. Lui était plus. Lui savait beaucoup. Lui c'était. Macho Man Randy Savage était écœurant pour raconter une histoire sur le ring. C'était un vrai de vrai, comme on dit dans le jargon, un vrai de vrai storyteller. Mhm. Puis écoute, il s'est toujours maintenu assez bien en forme, Macho Man. Les gens peut-être l'aimaient aussi parce qu'il y avait la belle Elisabeth. Oui, effectivement. Tu sais, c'est comme Jake the Snake Roberts. Parce que Jake the Snake Roberts, si je te dirais, c'était dans ce temps-là, de mes facilement de mes favoris. Mais Roberts, c'est peut-être parce que c'était le serpent. En fait, je regarde un match de Roberts, puis je me rends compte que, écoute, il était pas musclé, mais il y avait une écœurante de psychologie, ce monsieur-là, là. C'est fou, puis son DDT, oui, c'est un move à 25, mais dans ce temps-là, euh, t'entends que tu mesurais 6 pieds puis tu pesais 300 livres, ça va. Robert, c'était 6 pieds 4. Donc il était quand même relativement grand, même si c'était pas plus grand que Hogan. Il était 6 pieds 4. Puis ouais, ok, il pesait peut-être 230 livres qu'il l'annonçait, parce que comme je dis, le gars avait pas de muscle, zéro. Puis mais tu sais comment il construit ses matchs également, Jake Robert, c'était magistral. Tu veux des leçons de psychologie, tu regardes Jake Robert. Je pense que même Bray Wyatt a beaucoup, soit sans le vouloir ou soit parce qu'il le dit pas, a beaucoup appris en regardant Jake Robert. Puis je pense que ça paraît à travers son personnage. Je suis très d'accord là-dessus. Moi, tu vois, là, les deux derniers que tu viens de nommer, Randy Savage, honnêtement, j'étais au point de le préférer à Hogan. Donc, je te Donc toi comprends aussi. totalement là-dessus. Donc toi aussi. Oh, oui, non, non, de ce que j'ai connu de cette époque-là, vraiment, là, t'avais comme le gros top 3 qui était Hogan, Flair, puis Savage. Puis moi, j'étais Savage all the way, là. Hogan, j'étais pas capable. Puis Ric Flair, dans ces années-là, c'était pas le style que je recherchais. Aujourd'hui, j'aime mieux la technique, mais dans ce temps-là, j'étais comme non, je veux du flamboyant, je veux quelque chose qui va venir me taper dans l'œil. Fait que, oublie Mais ça, Ric Savage, je Flair, comprends. est flamboyant. Était Comment? flamboyant. Ric Flair était flamboyant. C'est juste, c'est sûr que Randy Savage était plus explosif quand il était à la WWE parce qu'il il a toujours été tu sais, tu croirais que ce gars-là essaie de partir des modes parce qu'il était toujours il était toujours chaud, il était toujours des belles couleurs, mais tu sais, il était très multicoloré dans ses accoutrements Macho Man. Oui, totalement. Un autre qui allait un peu dans la même direction, mais lui, dans son cas, était beaucoup plus musclé. Mm. C'était Ultimate Warrior. Et c'est quoi, Ultimate Warrior, lui, tu vois, c'est une belle leçon de présence. Je te dirais que j'étais aussi un de ceux qui préférait le Warrior au
euh, au, à Hulk Hogan. Oh, puis avec raison. Je veux dire, c'est son intensité, puis comme tu as dit, sa présence était irréprochable à ce gars-là. Là. Encore une fois, Warrior, son charisme était pas à la hauteur de Hogan. Mais écoute, en même temps, tu regardes ça, puis c'était évident, c'était la bonne décision dans le temps de faire que Warrior était pour être le Hulk Hogan des années 90, mais ça a juste comme pas marché. Ça n'a pas marché parce que Warrior avait une Christie de grosse tête. Ou c'est qu'Hogan avait peut-être une moins grosse tête que Warrior, mais il avait encore là une grosse tête. Mm. Exactement. Puis ça se reflétait dans certaines choses du programme. Je vais te donner un exemple. Quand que Vince était tanné d'avoir pour champion intercontinental Ricky the Dragon Steamboat, un autre excellent lutteur, soit dit en passant. Oui, exactement. Écoute, il est parti avec Hogan à qui qu'on peut mettre la ceinture intercontinentale. Hogan, il a vraiment dit au hasard parce qu'il était dans son champ de vision. Le gars était dans son champ de vision out of nowhere comme ça. Il a pointé que dis-tu de ce gars-là qui est des Honky Tonk Men. Fait que dans le fond, si Honky Tonk Men est devenu champion intercontinental, c'est juste parce qu'il était dans le champ de vision de Hogan à ce moment-là. Mais quand tu penses à ça, c'est genre. C'est pas un peu ridicule. Oui. C'est pas un peu ridicule, mais en même temps, pour revenir au charisme, qui met davantage l'argument sur Shawn Michaels, justement, Honky Tonk Man avait un charisme naturel lui aussi. Il savait utiliser son charisme naturel. Il était également un petit peu flamboyant, mais Michaels, dans ses meilleures années, les battait tout à plat de couture. C'est juste qu'en plus de ça, Michaels avait l'habileté. Oui, exactement. Fait que pour venir à Macho Man, Randy Savage, écoute, pour moi, j'ai bien aimé. Écoute, parmi mes matchs favoris du passé sont inclus Macho Man, Randy Savage. Macho Man contre Rick. Je pense que oui, il a lutté contre Rick Rude. Il a lutté contre Ric Flair. Son match à WrestleMania 8 contre Ric Flair. My God, c'était magnifique comme match. T'allais dire quoi? J'allais dire Randy Savage contre Steamboat à WrestleMania 3. Randy Savage contre Steamboat à WrestleMania 3. Est-ce que tu me fais penser? Est-ce que tu savais? Moi j'avais. Là, je vais vous mettre vraiment très loin, mesdames et messieurs. Mon père, lui, dans le temps, jurait sur le bêta. OK. C'est quoi le bêta? Oh, avant le VHS, là. Effectivement. Donc, pas le souffre-douleur de Tester Alpha. Le bêta, qui est un format de lecture audiovisuelle. Mon père jurait sur ça. Fait que, tu sais, dans la maison c'est que j'habitais, fallait que tu jures selon ce que ton père jure. Right? Fait que là, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le sac avec mon père? Je ne sais pas comment il fait pour avoir ça. En fait, oui, je sais pourquoi il a fait pour avoir ça. Il y avait une cassette de WrestleMania 3. Et pourquoi est-ce qu'il avait ça? C'est parce que mon père, la semaine était un ingénieur du son, mais comme mon père est un gros travailleur, la fin de semaine, il aidait mon parrain à runner sa boutique de réparation électronique. Parce que mon père mon père, il y a un DEC en électronique. Fait que. Mais une des cassettes pour tester, voir après nettoyage de cassette, après. Pour quelconque réparation de cassette bêta, ça a été la cassette de WrestleMania 3. Ça, c'est cool. C'est très cool. Parce que c'est un moment donné, quand la compagnie avant même que cette compagnie-là ferme. Écoute, je suis fan de lutte. Je me suis approprié la cassette de WrestleMania 3, mais mon père puis mon parrain le savaient. Fait que, n'importe quoi qui avait besoin de cette cassette-là, il pouvait me la demander, sachant que c'était à eux, mais ultimement, je l'ai gardé parce que eux autres, la lutte, ça les intéressait que dalle. Fait que, tu sais, en même temps, c'est peut-être un petit peu là dans ce WrestleMania que j'ai réalisé également. Pourquoi que Randy Savage c'était mon top préféré. Allez voir ce match-là. Quand si vous êtes capable, regardez le match Randy Savage puis Ricky Steamboat. Ça a sauvé le show
je vous dirais, de WrestleMania 3, qui était sinon pas si bon que ça. Il était correct, mais il était pas si bon que ça. Mais ce combat-là, c'est comme Undertaker puis Shawn Michaels WrestleMania 25. C'est ce qui s'est rapproché du match parfait. Oh, oui. Écoute, tu peux pas avoir ça avec Hogan, mais tu peux avoir ça avec Randy Savage. Est-ce qu'il y avait un vilain dans ton temps, que toi, t'aimais malgré tout? Je veux dire, ok, d'accord, t'avais Shawn Michaels, mais à part de Shawn Michaels. Y a-tu comme un vilain, comme, tu sais, un heel, qui disait, Ben, ah ben lui, je l'aime bien. ben, c'est ça. En fait, le vilain que j'aimerais parler, c'est ça un petit peu plus encore là, les années 80, début 90. Un des vilains qui, encore aujourd'hui, je trouve que ça a été un des meilleurs, puis c'est Roddy Piper. Roddy Piper. Ça, c'en est C'était, un autre. Ça, c'en est un autre. Avec qui avait c'était, beaucoup de charisme. c'était probablement le heel qui était le mieux capable d'utiliser la foule à son avantage dans ces années-là. C'est fou comment il était capable de se faire détester peu importe où il allait. Il savait tout le temps quoi dire, comment agir. C'était tout le temps super. Et son fameux Piper Spit va rester un des meilleurs shows à travers le show qui était la WWE. Je pense qu'on se rappelle tous du fameux moment avec Jimmy Snuka qui lui a éclaté un coconut en pleine bouche. C'était magique. Roddy Piper travaillait en plus très bien dans le ring aussi et Mhm. avec n'importe qui. C'était un autre qui était très fin psychologue. Bret Hart contre. Bret Hart contre Roddy Piper, la ceinture intercontinentale. Une fois de plus à WrestleMania 8, est-ce que tu te rappelles de ce combat-là? Non, honnêtement, non. C'était également un très très beau combat. C'était un autre combat qui. C'était un autre des meilleurs combats euh, que la WWE avait présenté. Et plusieurs de ces combats-là étaient des. Écoute, c'est là que tu te rends compte aussi que plusieurs des gens qu'on nomme euh, sont liés avec Bret Hart. Es-tu un fan de Bret Hart? Aïe, 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 la question qui tue. Je pense que oui, c'est pour ça que je la pose parce que au même niveau qu'Hulk Hogan, on dit que c'est ton lutteur préféré parce qu'il y a la ceinture, autant qu'on dit que c'est Bret Hart qui est ton autant on dit que c'est Bret Hart qui est qui est ton lutteur préféré parce que il est canadien. Mhm. Moi, honnêtement, non, je n'ai pas été un fan de Bret Hart, malheureusement. Hey, à l'école, là, tout le monde disait là, tout le monde, tous les fans de lutte ne parlaient que d'une chose, que d'un seul personnage, c'était fucking Bret Hart. Il fallait parler de Bret Hart parce que c'est effectivement tu sais, quand il disait qu'il était le meilleur de tous les temps, best there is, best there was, best ever will be. Dans son cas, c'était très proche d'être vrai. Sauf que, pour faire en parler encore un des éléments les plus importants de la lutte, le charisme, Bret Hart n'en avait pas tant que ça. Bret Hart avait pas tant de présence non plus. Mais en même temps, t'étais content de le voir parce que Chrissy, il te faisait toujours des matchs de lutte. Ce que les foules voulaient voir. J'enlève absolument rien à son talent, ça c'est clair. Non, non, c'était le lutteur qui avait le plus grand talent de tous les temps. Et une affaire qui me push, en fait, je vais faire des recherches pendant que toi tu m'écoutes, et que les gens m'écoutent, que je vais avoir un flash assez intéressant. Est-ce qu'on a eu un match entre Bret Hart et Eddie Guerrero? Je ne pense pas. Ça Peut-être. ça aurait pas été écœurant, ça, un combat? Bret Ça Hart et l'aurait Eddie été malade. Guerrero? Oh, oui. Bret Hart, comme on disait souvent, s'il aurait resté à la WWE puis qu'il aurait été à travers la Attitude Era, il t'aurait eu des matchs de fou. Je veux dire, il y avait Kurt Angle, il y avait Chris Benoit, il y avait Eddie Guerrero. Ça l'aurait été juste fou, là. On aurait eu droit à des matchs techniques de la mort qui tue.
Et il y aurait eu des très beaux adversaires à travailler avec. Wow, man! Là, j'ai vraiment pogné comme un coup de nostalgie, je pense, autant à nos auditeurs qu'à nous-mêmes, Richard, parce que on vient de parler d'un match de rêve. Bret Hart contre Eddie Guerrero. Ah oui, ça aurait été excellent. Wow. Sinon, je te dirais comme toi, favori après Macho Man, on va aller dans les années 90 parce que apparemment moi je suis vieux, hein? Tu m'as traité de vieux tantôt quand tu as dit qu'on avait 7 ans de différence, hein? Patate. Non mais sérieusement. Ensuite, en allant vers les années 80, plus 90, rapprochant de 2000, mon personnage préféré ensuite a été Edge. La seconde que j'ai vu ses promos sur sa venue, quand il était signé You Think You Know Me, bla bla bla. Edge, c'est le lutteur auquel j'ai accroché le plus. Euh, Moi, tu vois, en tant que tel, si on parle du début de la carrière de Edge, je l'avais beaucoup aimé dans The Brood. J'aimais beaucoup Mhm. The Brood, en fait, en général. Je trouvais que c'était Non, un beau regroupement. The Bro c'était cool, c'est juste plate que ceux qui sont au pouvoir de la plume ont décidé de vraiment d'arriver à une journée puis de dire hey, vous autres, vous êtes plus populaire que la Ministry qu'on veut pusher comme étant la main. La, 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 la faction principale heel. On Mhm. va vous faire apparaître comme des jobbers. Et malheureusement. Mais ça, c'est le pouvoir de la plume. Ah, C'est c'est le pouvoir de la beaucoup, plume. beaucoup de responsabilités. Mais bon, Ou d'irresponsabilité dans ce cas-là, tout dépendant. oui, effectivement. Donc, c'est ça. En tant que tel, une fois que l'étape de The Brood a été passée, puis que là, vraiment, il y a eu Edge et Christian après, j'étais plus du côté de Jeff Hardy. Jeff Hardy et Matt Hardy étaient vraiment mon équipe préférée dans ces années-là. Et Jeff Hardy est devenu aussi un de mes lutteurs préférés avec Shawn Michaels. À force de le voir lutter, puis de le voir faire ses cascades de fou, c'était extrêmement intéressant. Un autre exemple de lui-même, quand on le surnommait et on le surnomme encore des Charismatic Enigma. Parce qu'effectivement, les gens comprennent pas quoi. Parce que tu penses que les gens ne comprennent pas pourquoi que c'est. Il y a du charisme, ce monsieur-là. C'est, 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 Est-ce c'est, que tu peux expliquer son charisme, toi? Je vais te laisser y aller. Quand ça, tu vas me laisser y aller? C'est ton lutteur favori. C'est mon lutteur favori, un de mes lutteurs favoris. Ben, c'est Ben, honnête, justement, fuck it. Fait que c'est à toi d'avoir une réponse à la question pourquoi que Jeff Hardy euh, il y a du charisme, mais qu'on sait pas pourquoi il y a du charisme. euh, moi personnellement, j'aurais tendance à penser que c'est son côté Daredevil qui défie tout. Que les gens un peu s'attachent à ça. C'est comme s'il représentait le peuple un peu. J'aurais peut-être tendance à dire que c'est peut-être un petit peu ça. Euh, Sinon, je sais pas trop. Ma théorie, c'est que Jeff Hardy, effectivement, quand tu le vois, il fait des très belles affaires, même si c'est pas vraiment un bon lutteur. C'est aussi le fait, par exemple, cependant que il est reconnu pour faire des affaires de fou, mais également, il est reconnu pour être un petit peu dans son propre monde et de démontrer. Et le fait, c'est qu'il invite le monde à venir. Il invite le monde à rentrer dans son propre monde, son propre univers. Puis, tu sais, effectivement, pendant très longtemps, euh, t'étais amené en tant que fan de lutte de juste regarder un lutteur puis regarder lutter. Pas nécessairement à faire partie de son monde. Jeff Hardy t'invitait à faire partie de son monde quand il était face. Oh oui, ça c'est vrai. Et quand il était heel, quand il était heel, c'était plus ancienné qu'on a vu qu'il était heel, Jeff Hardy. Il était le lutteur qui disait que la lutte s'est reliée à faire autour de moi parce que je suis l'anti-héros, l'entité de l'anti-héros
de la lutte. Fait que ça, c'est pour ça qu'ils sont heel. C'est pourquoi quand il était heel, Jeff Hardy, même à ça, ça fonctionnait. Mhm. Parce que Jeff Hardy heel, ça marche pas autrement. C'est la plus belle portion heel de sa carrière, même si c'était juste un rip-off de ce qui était arrivé à la WCW, ça reste quand il a été à la TNA. Puis qu'il a fait le gros swerve que personne s'attendait pour teamer up avec Hogan et Bischoff. On le savait tous que c'était juste un replay de ce qui était arrivé avec Hogan à la WCW, mais en même temps, c'était surprenant, puis ça marchait. C'était juste... On avait toute la gueule à terre, puis on était comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Il avait quand même réussi à nous surprendre avec ce move-là. Puis ça a été pas mal sa plus belle période heel. Y a-tu... Encore une fois, est-ce qu'il y a d'autres personnalités, toi, que toi t'as apprécié au sein de la lutte? Écoute, ça peut être n'importe qui, ça peut être même un arbitre, ça peut être un intervieweur, whatever. Si on rentre dans les années 2000, parce que là, tu parlais de Edge. Ouais. euh, Edge a selon moi très bien transporté les années 2000 aussi. une fois qu'on est rentré dans les années 2000, dans le fond, on était dans la Attitude Era, puis on s'en allait vers la fin de ça. Il y a eu très peu de lutteurs que j'ai vraiment accroché. Ça a pris un bon moment avant que je trouve vraiment un lutteur qui est rentré dans mon top de lutteurs. Et le lutteur suivant qui a passé dans les annales, pour moi, ça a été Eddie Guerrero. Et pour toi, c'était Eddie Guerrero qui était comme l'image de ce que devrait être un lutteur en s'en allant vers les années 2000. Un des lutteurs les plus complets qui a jamais existé. Ce gars-là, surtout quand il travaillait avec Rey Mysterio, là, c'était juste du rêve. C'était juste pas croyable qu'est-ce que ces deux-là pouvaient faire ensemble. Mais Eddie Guerrero, quand même, était capable de travailler avec n'importe qui et de toujours offrir des performances optimales. Je me rappelle même pas d'avoir vu un match d'Eddie qui était pas au moins un 8.5 sur 10. Tous ces matchs sont bons, sont bien buildés. Et ce gars-là pouvait être autant face que heel. Et heel dégueulasse. On va tous se rappeler de la rivalité justement avec Rey Mysterio pour les papiers de Dominic. Oh god, ça c'était quelque chose. Mais les gens disaient que c'était trop, mais par le fait que les deux lutteurs pouvaient l'assumer, ils étaient capables également de savoir c'était quoi les limites pour faire une bonne histoire, c'était quoi les limites du mauvais goût. Ah non, puis sérieux, il a passé tellement à travers plein de personnalités tout en restant toujours Eddie Guerrero. Au début de sa carrière, c'était Lie, Cheat and Steal. Ah ouais. On va toujours se rappeler, c'était pas mal le moment le plus épique, je trouve. Les manières qu'il avait de crosser le monde. Je vais toujours me rappeler de sa victoire sur Kurt Angle à WrestleMania 20 en détachant sa botte. C'était juste comme la face à Kurt Angle qui est comme j'y ai arraché le pied. Non, c'est juste sa botte. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est épique. C'était juste mongol. Et après, ça a été une des seules victoires sur un roll-up que j'étais comme pas c'est con, genre non, c'était bien fait, c'était bien exécuté. Même si c'était sur un roll-up, la victoire a aidé, j'étais comme wow, c'était un esprit de beau finish, pareil. Ah non, c'était un finish qui a surpris. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Eddie Guerrero avait ce talent également pour arriver avec des finishes originaux, ce qui fait que c'est ça qui faisait que c'était agréable de voir Eddie. Tu savais que tu étais pour avoir des bons matchs, tu savais également que tu étais pour avoir des très bons tu sais, des belles finales pour soit mettre un terme à l'histoire, soit faire continuer l'histoire. Eddie avait un talent immense pour ça. Tu vois, là, tu parles d'Eddie Guerrero, puis là, j'ai pas tout pensé à un autre auteur que moi j'aimais beaucoup dans les années 2000, à part d'Edge. Ça va être une grosse controverse sur certains points dans ce podcast-là, mais en même temps, moi je suis un des premiers qui dire rien ne devrait être tabou parce que si tu confrontes pas les problématiques, jamais tu vas les régler.
en utilisant comme excuse que c'est tabou, c'est tabou, c'est tabou, c'est tabou. Là, ici, je parle de Chris Benoit. Parce qu'éventuellement, tout le monde a une opinion sur Chris Benoit, fait que pourquoi pas nous? Exactement. Tu sais, pour moi, Chris Benoit, c'est également un lutteur qui a été au même titre que Macho Man avait le paquet complet, autant Chris Benoit, lui aussi a pu réussir à avoir une belle carrière grâce à sa présence, pas à son charisme, à sa présence et, comme Bret Hart, à sa lutte. Oh, oui, totalement. C'était pas nécessairement le gars qui était le meilleur au micro ou qui vraiment avait. Si tu le mets à côté des Guerrero, il était pas tout à fait aussi complet, mais sa technique était irréprochable. Je sais pas ça, si t'es pas si convaincu de Guerrero. Je pense que côté technique, Benoit était meilleur technicien que Guerrero, ou si Guerrero était meilleur voltigeur, un meilleur. Euh, peut-être aussi un meilleur psychologue que Benoit, mais de très très peu. Mm, Parce que c'est sûr que côté technique, les deux arrivent sa cheville, mais Benoît est un petit peu supérieur. C'est sûr que côté voltige et athlétisme, je suis obligé de dire que c'est Guerrero qui est le meilleur des deux. mm. Moi, c'était comme je parlais surtout au niveau, comme je dis, du micro, puis du charisme en général. Chris Benoit avait souvent l'air beaucoup moins à l'aise de parler au micro. Il était pas. Mais as-tu entendu ses promos sur. As-tu entendu ses promos sur. À la WCW de Benoît? Honnêtement, j'ai pas écouté beaucoup la WCW. Ok. Non, je n'ai pas vraiment vu ses promos. Honnêtement, les promos de Benoît, il y avait beaucoup d'inspiration du Shakespeare, du Shakespeare dans ses mots. Il avait l'air très très bien articulé, puis il parlait avec des mots que tu peux comprendre. Euh, ses promos, c'était pas un gars qui criait, c'est un gars qui te regardait, qui disait que il disait des paraboles pour te faire comprendre que il va te il va t'arracher. S'il pouvait, il va t'arracher le cœur de ton corps à main nue puis l'écraser froidement comme Mortal Kombat. Mhm. Non, là-dessus, Benoît était très intéressant. C'est quelque chose d'intéressant qui la WWE a refusé à empêcher Benoît de faire. Faut dire aussi que le problème avec une style de promo de Benoît avec un tel WCW, c'est qu'il était pas, il allait pas au point directement, mais il était néanmoins intéressant à écouter. Parce que parce que là, ça faisait beaucoup de changements du lutteur qui c'est simplement mode botter les fesses, blablabla. Mode botter les fesses, blablabla. Non, Benoît, mais de même avant, de même à la ECW, Benoît parlait comme si euh, il cachait pas ses intentions malicieuses de vouloir digne de son surnom, blesser. Blesser son adversaire. Il serait pas satisfait, pas juste avec la victoire, mais tant et aussi longtemps qu'il a pas cassé son adversaire. Mm, totalement. On peut penser à sa rivalité, justement, encore. Je reviens encore à lui, mais c'est un de ceux qui nous a offert des plus belles rivalités. Sa rivalité avec Kurt Angle était vraiment incroyable. Le Steel Cage, le Ouais. Cage Match, on va tous s'en rappeler. C'était un performeur et qui avait une résilience incroyable. Tu parles de Angle, tu parles de Benoît. Je parle de Benoît. Parce qu'Angle aussi a quand même. Oh, oui, ça c'est sûr et certain. Mais Benoît était quelque chose également. Je trouve que la passion lutte, Benoît la reflétait plus que Angle. Quoique. Il y a un autre détail qui, entre nos deux favoris de ce temps-là, fait qu'il pouvait encore une fois arriver à l'achever l'un et l'autre, c'est la passion pour la lutte. El Guerrero, il avait une grosse passion pour la lutte parce que et pas juste parce que c'était le père de Hector Senior. T'as aussi le fait là-dedans il était legit passionné pour la lutte. Et Benoît, tout ce qui lui voit de sa vie, c'était la lutte, 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 la lutte.
Effectivement, c'était totalement vrai. Puis, je peux pas rajouter grand-chose sur lui, mais je suis assez d'accord. Es-tu un petit peu gêné de parler de Benoît malgré les circonstances ou t'es un petit peu comme moi, fuck les tabous parce que si tu encore dis qu'un qu'un événement est tabou, ben dans le fond tu ignores le problème au lieu de le confronter. Moi, ben honnêtement, je suis pas, je suis de ceux qui disent oui, c'est tragique qu'est-ce qui est arrivé, mais tu ne peux pas non plus laisser cet événement-là effacer tout ce que ce gars-là a fait pour le domaine. Mais dit. Euh, Donc, si on continue après ça ouais. dans ces années-là, en fait, il y en a un qu'on n'a pas parlé du tout Qui donc? et que lui, en tant que tel, a été le chouchou de plusieurs. Moi, honnêtement, il me faisait peur au début, fait que ça a pris du temps avant que je l'aime. Qui ça? C'est Boogeyman? Undertaker. Undertaker. Ah ben oui, Undertaker. Undertaker, le premier géant que je me rappelle qui avait du talent, pareil, même s'il était géant. Malgré tout, ouais. Tu vois, Undertaker, autant l'équivalent de Shawn Michaels puis son charisme, Undertaker, c'est le rival de Shawn Michaels au niveau de la présence. Oui, exactement. Il faut dire que Paul Bearer y était pour beaucoup aussi. Au début. Mais même quand il y a eu la séparation, justement, durant l'Attitude Era, puis que Kane est arrivé, Paul Bearer reste pour moi un des meilleurs managers qu'il a jamais vécu. Absolument. Ce gars-là, c'est Totalement. fou comment il était toujours en contrôle de la situation et il savait toujours quoi dire au bon moment. Paul Bearer, pour moi, rivalise avec Paul Heyman, là. C'est à ce point-là pour moi, là. C'est juste que Paul Bearer est également, lui, il est plus un personnage cartoon, c'est que Paul Heyman, c'est Paul Heyman de tous les jours. Ça, c'est sûr. C'est drôle, les deux s'appellent Paul. Les deux s'appellent Paul, oui, c'est vrai. Puis Triple H s'appelle Paul Lévesque. Coudon, c'est un prérequis pour avoir du talent? Non, Triple H n'a pas de talent. Pour être honnête, je sais pas s'il a du talent, mais également avec tout son talent qui. Euh, c'est juste que tu te rends compte que tu sais, Triple H a du talent, mais un tel ou un autre tel a plus de temps que Triple H. Mais malgré tout, ce qui est reproché à Triple H et qui n'avait pas besoin, mais qui fait toujours recours, même aujourd'hui, c'est ah ben je vais retenir tout le monde en bas de moi pour avoir 30 congés pour que mon ego soit satisfait. C'est ça le problème avec Triple H. Triple H, pour moi, fait partie du regroupement de lutteurs que j'ai jamais totalement compris pourquoi il était autant populaire de ces années-là. Puis le regroupement, c'est Ben, parce pour qu'il moi. il était avec Shawn Michaels. Oui, mais même après que Shawn Michaels soit parti, là, ce que j'allais dire, c'est il fait partie du regroupement de lutteurs que je comprends pas nécessairement pourquoi il est devenu aussi populaire. Et le regroupement étant Triple H, The Rock, Austin. Les trois étaient ultra populaires et j'ai jamais été fan de aucun des trois. Même pas de Steve Austin. Même pas de Steve Austin. Tu vois, ça m'étonne ce que je te dis que après tout le monde est un fan de Steve Austin, malgré que tu en même temps qu'on peut dire que tout le monde était un fan de Hulk Hogan dans les années 80, t'avais le fait que t'avais le droit, là, avec tout ce qu'il y avait comme l'autre talent dans ce temps-là, t'avais le droit d'aimer d'autres lutteurs. Dans l'attitude era, j'aimais bien Steve Austin, mais j'ai une préférence pour Edge. Je préférais beaucoup plus la lutte de Edge. Écoute, Edge a fait une des prises, ma prise favorite de tous les temps, le Electric Chair Powerbomb. Mhm. Celui aussi qui pointe son affaire par ses épaules, il se lève, puis paf, il finit, il lève la personne pour finir ça en powerbomb. Ouais. Écoute, ça c'est une prise que même aujourd'hui j'aimerais ça faire, mais écoute, la part des lutteurs ont. C'est un petit peu compréhensif, tu sais. Ils ont un petit peu peur de tomber de haut, et c'est un petit peu normal. Mais encore là, c'est le métier, faut que tu fasses des cascades.
Mais tu sais, Electric Chair Bomb, c'est une erreur, c'est pourquoi je défends jamais Edge. Il y avait une belle combinaison de moves malgré tout. Tu sais, le Electric Chair Bomb, il y avait le Downward Spiral qui était aussi une de mes prises favorites. Plus tard, il y a le Spear, mais la façon de Edge, je trouvais, était plus belle et également plus safe que Goldberg, étrangement. Ouais. Non, non, totalement. Mais c'est ça. Je suis assez d'accord pour le move puis toute l'équipe. C'est vrai, c'était un beau move. Edge, comme je comprends que ce soit dans les lutteurs préférés en général. Mm-hmm. Puis il y a eu une belle évolution en plus de son personnage. Si on revient aux trois autres qu'on parlait tantôt, Austin, c'était celui que j'ai aimé le mieux dans les trois. Je note quand même son match contre Bret Hart qui avait été excellent, le fameux I Quit match. Uh-huh. Ça, par contre, c'était un excellent match. Le gars travaillait très bien. Dans le ring, était excellent au micro. Mais, comme je dis, je l'ai jamais aimé autant que les gens en général l'aimaient. Moi, tu vois, The Rock, lui m'énervait en fait. Parce que The Rock, c'en est un qui, comme Hogan, on se sert de lui comme étant que ah, ben il y a du charisme, fait qu'il bat tout le monde. Mm. What? Quand il voulait The Rock, il pouvait avoir une très belle lutte. Mais The Rock, j'ai jamais aimé le principe de ses promos qui est ah ben toi je te blâche, je te rabaisse pour le principe de te blesser puis te rabaisser. C'est vrai. Mais encore, c'est qui est-ce que The Rock met over? Et même lui-même, comment que Rock peut se mettre over quand que même en tant que babyface, il fait le bully envers des arbitres ou envers des producteurs ou envers des gens qu'il rencontre. Je me rappelle à un moment donné d'une promo, c'est que The Rock, je pense que parce que c'est supposé être drôle, il a dit, je pense qu'il a pris un billet de 100$ à un fan qui demandait un autographe, puis il a juste dit, ben, je prends ton 100$ puis je m'en vais. Puis il est supposé être face. What? Ou c'est l'affaire de ce genre-là, tu sais. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas vraiment. The Rock, je trouve que c'est beaucoup à contresens, puis que. Moi, je dis que The Rock est un des instigateurs que c'est quoi le problème de nos jours dans le monde de la lutte. C'est que les gens parlent trop. Ça a commencé avec The Rock. J'ai trouvé. Genre, tu peux parler, mais trop parler, The Rock. En même temps, c'est dur de. C'est dur de dénier cependant que le gars avait du charisme de fou. Et que The Rock, c'est plus grâce à son charisme qu'il a connu du succès et non juste par le fait qu'il était le père de Peter Maivia et de Rocky Johnson. Et le pire, c'est que un peu à l'image de Roman Reigns aujourd'hui, il a pas pogné tant que ça au début. Là. En tant que Rocky Maivia, il est quand même pogné pas pire. Puis à un moment donné, il y a la ceinture intercontinentale beaucoup trop tôt, à même pas 3 ou 4 mois qu'il était à WWE, ce qui fait historiquement de lui le plus jeune champion intercontinental de tous les temps. Je pense qu'encore aujourd'hui, en 2016, il a encore ce record. Possible. Fait que là, ensuite, ensuite est arrivé Die Rocky Die, puis contrairement à Roman Reigns, The Rock a viré heel. The Rock a viré heel au bon moment, puis a quand même faut lui donner ça, a quand même su capitaliser sur son heel turn à travers son package. Je dis, oui, il sait parler au micro, mais très très bien parler au micro. Mais moi, je peux m'intéresser personnellement à entendre un Steve Austin parler au micro qu'un The Rock qui, à 46 ans, se prend encore pour un kid de 15 ans. Mais le même problème se retrouve également avec Triple H. C'est un imbécile d'une quarantaine d'années qui veut pas grandir, qui se prend encore pour le gars cool de la cour d'école secondaire, qui est pas si bon que ça, mais que c'est Bart Simpson. Dans le fond, c'est au même niveau que Bart Simpson. Il est
Il est juste hot parce qu'il fait des mauvais coups. Ouais. Parce que sinon, à part de ça, Bart Simpson, sur tous les plans psychologiques, c'est une larve. C'est une larve pour la société. C'est un danger à la société. Mais d'un autre côté, Triple H est un danger pour la WWE, mais ça, je pense que c'est un sujet pour une autre fois. Oh oui, on en parlera plus une autre fois, effectivement. Donc, mais c'est ça. Sinon, à part de ça, dans ces années-là, est-ce que toi, il y en a d'autres qui t'ont marqué? Non, je te dirais que c'est pas mal le plus qui m'ont marqué, même si les lutteurs de l'Attitude Era. Écoute, c'est sûr que t'as The Road Dogg, même Badass Billy Gunn, je l'aimais bien malgré qu'il manquait beaucoup d'assurance au niveau du micro. Euh, il y en a plein de l'Attitude Era, puis même après Attitude Era que j'aimais bien. Mais quand l'Attitude Era est mort, c'est parce que WWE n'avait plus de compétition, il n'y avait plus ECW, il n'y avait plus de WCW. Vince avait tout acheté ça. Puis quand t'as vu le finish de Steve Austin qui finit The Rock à coup de chaise au sol pour virer heel, c'était cave. C'était juste fucking cave. Là, la lutte a pris une chute libre. Jamais Vince McMahon va admettre ça, mais c'est la vérité. La lutte a pris une chute libre. Personne ne voulait voir Austin heel. Personne. C'est effectivement pas. Ça faisait pas partie. Austin, pour moi, c'est un neutre, puis il devrait toujours rester neutre. Point. C'est pas un gentil, c'est pas un méchant. Malgré tout, rendu là, toi, ce serait qui ton lutteur préféré récent? Ben, en fait. Encore une fois, je le rappelle, il peut être à la retraite, il peut être actif, il peut être mort. Ben, en fait, moi, tu vois ce que j'allais dire, parce que j'avais pas tout à fait terminé pour les années 2000. Ah, ok. Moi, en tant que tel, tu vois, il y a un lutteur qui a réussi à déloger Shawn Michaels? Jeff Hardy. Non, pas Shawn Michaels, mais qui a réussi à déloger Jeff Hardy et tout ça et se mélanger à mon top 3 de lutteurs préférés. Et c'est un lutteur que, quand je l'ai connu, j'ai énormément appris en regardant ses matchs, vu qu'il a j'ai une stature très semblable à la sienne. J'adorais son style. Non, je ne reste pas à la WWE pour ce lutteur-là. Bastion Booger? Non. Samoa Joe. Oh! Samoa Joe! Samoa Joe, quand j'ai découvert ce lutteur-là, j'ai bavé et je suis tombé en amour bien raide avec lui. C'était... quand je l'ai découvert, ça faisait peut-être 6 mois que j'avais commencé à lutter. Et puis, je me cherchais beaucoup parce que j'étais le seul géant, grand gars costaud où je luttais. Les autres gars étaient pas mal autour de 5 pieds 8, 9, puis c'était pas mal tout. Fait que moi avec mon 6 pieds 1, j'ai dépassé tout pas mal. Puis je me cherchais, j'étais comme, OK, mais je suis supposé d'être quoi? Je suis supposé de faire quel type de move? Puis toute la kit. Puis à un moment donné, c'est mon mentor, Nicolas Bédard, alias Nick Cameron, dans la scène indépendante au Québec, oui. qui m'a dit Tu connais-tu Samoa Joe? Puis je dis non, moi, je suis pas un lutteur de la WWE, je sais pas de qui tu parles. Fait que il me dit tu viendras chez nous en fin de semaine, je vais te montrer des matchs de Samoa Joe. Puis tu m'en redonneras des nouvelles. Oh, wow. Et il m'a montré les matchs de Samoa Joe contre AJ Styles, contre Austin Aries à la ROH. Contre CM Punk et j'étais juste comme wow, ok, genre c'est à ça que je veux ressembler, c'est ça que je veux avoir comme moveset. Ce gars-là est venu me chercher bien raide et comme je dis, il a vraiment pris une place importante. Je me suis mis à le regarder à la TNA à ce moment-là. J'achetais des DVD, j'ai acheté son best-of, j'ai acheté plein de trucs de lui. Il m'épatait à sa manière d'être capable d'être totalement libre dans son style. Il était capable de faire des sauts par-dessus la troisième corde en bas du ring. Ah oui. Sous sa dive, tout ce que tu veux, malgré que le gars pèse 285 livres puis qu'il mesure 6 pieds 1.
j'étais comme, c'est ça que je veux faire. C'est toujours ça que je voulais faire, mais on me disait que je pouvais pas faire ça parce que j'étais le grand puis gros. Puis il fallait être petit pour faire ça. Donc quand j'ai vu Samoa Joe, j'ai fait non, c'est ça que je veux. Puis j'ai appris à ce moment-là vraiment plus à travailler ma technique, devenir un lutteur plus technique. Et puis je me suis laissé aller au niveau aérien, puis ça m'a permis vraiment de me donner une identité. Fait que c'est quand même là une belle déclaration. Oh fuck. C'est quand même là une belle déclaration. Euh... c'est qui est ton lutteur préféré. Est-ce qu'on peut dire que Samoa Joe, en tout et partout, c'est ton lutteur préféré de tous les temps? Euh, non. Non? Mais peut-être que c'est parce que présentement, je suis vraiment touché par un lutteur en particulier parce que comme je dis, Samoa Joe, même s'il y a eu un grand impact, n'avait pas pris la place que Shawn Michaels avait dans mon cœur. Puis à partir de ce moment-là, quand je voyais les lutteurs à la WWE, j'avais un peu abandonné. Je m'étais dit, je pense que je trouverai jamais quelqu'un qui va prendre la place de Shawn Michaels dans mon cœur. Et ça l'a pris jusqu'à il y a environ 3-4 ans avant que je trouve quelqu'un qui a vraiment réussi à, à déclasser Shawn Michaels. Là, on tombe plus dans la modernité. Quand j'ai découvert Bray Wyatt, là, j'ai comme fait oh shit. Shit is Ça, real. lui a réussi à déclasser Shawn Michaels de la première place. J'étais juste ce gars-là. Je l'ai dit dans plusieurs podcasts, je le redis aujourd'hui. Ce gars-là est le seul qui est capable de vendre une gimmick surnaturelle aujourd'hui, de nos jours. Bray Wyatt. Oui, Bray Wyatt. C'est fou comment la gimmick lui colle à la peau, comment il est capable de travailler avec ça. Ses speeches sont hypnotisants et c'est juste incroyable. Le gars lutte bien en plus. Il y a un work ethic impeccable avec un père comme il a, c'est normal. Mhm. Donc, oh non, Bray Mais Wyatt, même à ça, le work ethic, je t'interromps 2 secondes. Le work ethic de IRS était très banal, en fait, pour te dire la vérité. C'était pas. C'était pas. Aaron Archester, c'était le heel que je détestais le plus. De toutes les catégories confondues. Parce que Mike Rotundo était. Écoute, il y avait zéro charisme. Là. C'était quasiment le trou noir du charisme tellement. Là, dans le fond, il faut croire que son trou noir de charisme, il l'a donné un petit peu à Bo Dallas, mais il a pas donné, mais heureusement, Bray a dit non, toi, hey, trou noir, baisse mes fesses, puis va-t'en, là. Va-t'en, juste va-t'en. non, ben, c'est pas la première fois qu'on voit un duo de frères, anyway, qu'il y a un des frères qui a énormément plus de talent que son Son frérot. frérot, c'est ça. On a vu ça à plein de reprises. C'est rare, vraiment, les duos de frères, qu'il n'y en avait pas un qui était derrière l'autre et qui a eu une carrière solo moins importante. Ben écoute, là, t'es pas rendu à la carrière solo, mais t'as les Young Bucks. Les Young Bucks, Young Bucks à part la shape, ces gars-là sont écœurants. Je les connais pas beaucoup, honnêtement. J'entends Reign of, énormément parler d'eux. Reign of Euh, Honor, PWG, non, c'est quelque chose, ces gars-là. Là. Ces gars-là, c'est vraiment, sont divertissants. Ils ont tous les. C'est quand même. C'est des jumeaux. Ou j'assume que ce sont des jumeaux parce qu'ils ont à peu près le même âge, ils ont à peu près la même face. Puis ils ont la même habileté de lutte. Ils ont à peu près la même personnalité. C'est des jeunes lutteurs passionnés qui euh, font beaucoup d'high spots, mais font également beaucoup de choses divertissantes. Comme ça, comme ils font un super kick à un petit de 5 ans, mais plus tard dans le gala, le petit de 5 ans va avoir sa revanche. Les gars vont permettre au petit de 5 ans d'avoir sa revanche sur eux. mhm. Il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui font ça, puis ça, c'est juste awesome. Mais j'aimerais ça peut-être finir ce podcast-là avec, à mon tour, c'est qui mon lutteur préféré contemporain, qui est également mon lutteur préféré de tous les temps. C'est un lutteur qui est à la retraite. J'aimerais beaucoup qu'on parle de CM Punk.
alias Phil Brooks. Parce que si CM Punk c'en est un qui, au même titre que Daniel Bryan, au même titre que ben d'autres lutteurs, même Randy Savage sur certains points, c'est un journeyman. C'est un gars qui, Punk, avait de tout. Il a du charisme, il a du talent. Il peut voler. Il a une super de belle technique. Son Anaconda Vice, j'adore. Son Gold Sleeve, c'est drôle, mais son Gold Sleeve, je l'aime pas tant que ça. Parce que j'aime pas le fait qu'il ait copié Kenta Kobayashi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alias Hideo Hideki. Hideo Itami. Itami à la NXT. J'ai hâte qu'il revienne, lui, d'ailleurs. De la manière que je l'ai entendu parler, c'est pas pour tout de suite. Fuck! La blessure qu'il a écopée est très importante et ça ne guérit pas jusqu'à maintenant. Ça va vraiment pas au rythme que ça serait supposé. C'était supposé d'être une blessure qui le tenait éloigné durant 9 mois. Et là, on en est rendu à 1 an pratiquement. Et de la manière que j'ai lu, il n'est pas prêt de revenir. Fuck! Mais bon, tu sais, prenez la CM Punk. Punk, c'était en plus un gars qui allait contre les principes de la WWE, ce qui veut dire il était capable de montrer qu'il était humain, il était capable de montrer qu'il était une personne normale, mais que même une personne soi-disant normale pouvait battre les grands géants comme Big Show, Kane, John Laurinaitis, Triple H, etc. Fait que, tu vois ce que je veux dire? Punk, écoute, Punk, de la dernière année, c'est lui qui a transporté les traditions old school, de faire des combats de 60 minutes dans les main events, comme Ric Flair faisait il y a 30-40 ans. Punk, c'est un des seuls qui au même niveau que Ric Flair quand il faisait des combats de 30 minutes, faisait lui aussi des bons combats de pas 30 minutes mais 60 minutes, faisait lui aussi des bons combats de 60 minutes. Ce qui est dommage en Punk, c'est que Punk avait totalement raison. Punk dans ce qu'il faisait et dans ce qu'il a argumenté avec ceux qui sont au pouvoir de la plume, il avait raison. Écoute, tu vois même aujourd'hui sur ce qu'il disait, sur qu'est-ce qui est stupide, qu'est-ce qui fait aucun sens, blablabla. Punk a démontré que tu sais, qu'est-ce que la lutte a besoin. Punk l'avait montré, et puis il a juste dit que c'était la lutte parce que le manque de respect de la WWE envers lui et comment que Triple H a géré l'histoire de Punk est juste. Je dirais que ça manque même de professionnalisme. Je m'explique bien rapidement. Écoute, WWE a renvoyé Punk, a mis à pied Punk de son contrat le jour de son mariage avec AJ Lee. What the fuck? Ouais, ça manque un peu de tact, effectivement. Puis, écoute, mais la WWE a admis, ok, ouais, on a peut-être envoyé Punk durant son mariage, puis on s'en excuse. Parce que sinon, c'était délibéré. Puis Punk aussi, ce qui était le fun, c'est que il était très ouvert, très cordial. Punk, au même niveau que Edge, était lui-même. Et c'est quelque chose qu'on ne peut qu'admirer. Était lui-même. Il finissait par pas se laisser faire. Punk, il a fait Straight Edge Society. Et Straight Edge Society, c'était une des gimmicks heel les plus divertissantes dans les dernières décennies environ. CM Punk, tout ce qu'il a fait, c'était bon, point. Ça a été clairement une des icônes les plus importantes des dernières années dans la lutte. Que ce soit avec The New Nexus au début, comme tu dis, la Society et tout, Straight Edge Society. Ouais, Straight Edge Society. C'était réussi. Après ça, son association avec Paul Heyman. Tout lui allait et il y avait toujours le moyen de faire en sorte que il réussit.
peu importe sa rivalité était contre qui, les matchs étaient bons, la rivalité était bonne, l'histoire racontée était bonne. Moi, personnellement, les deux rivalités qui m'ont le plus marqué de CM Punk, c'est vraiment, de un, sa rivalité contre Rey Mysterio, justement, dans le Straight Edge Society. Oui. C'était juste incroyable. CM Punk qui s'était fait raser la tête dans ce temps-là. Il s'était mis à porter un masque, justement, pour cacher sa tête rasée. Tout était super là-dessus. Et moi, la plus mémorable, c'est contre Chris Jericho. Punk sait comment. Punk sait et comprend ce que la foule veut. Fait qu'il a su utiliser à son avantage. Et qu'est-ce qui est dommage, c'est que maintenant, la WWE, t'en as pas tant que ça des lutteurs qui sont capables d'avoir ce talent-là au même niveau que CM Punk ou même at all. Même Dean Ambrose, malheureusement. Mais Dean Ambrose, c'en est un que je te dirais qui. On l'a dit à répétition dans les podcasts, c'est un de nos lutteurs favoris. Mais en tout et partout, dans mon côté, je te dirais que Edge, CM Punk et aujourd'hui même Dean Ambrose font partie de mes trois lutteurs favoris de tous les temps. Je rajoute Macho Man comme étant numéro 4, puis Gabriella Monsoon comme étant une des personnalités qui m'a le plus marqué dans le domaine de la lutte depuis les 36 ans que je suis ça. Mm-hmm. Toi, t'en avais un dernier? Oui, effectivement. Vraiment, celui-là, c'est très récent. Puis c'est vraiment devenu mon lutteur préféré. C'est juste, j'ai pas l'impression que lui, par contre, il y a quelqu'un qui va être capable de le déclasser. Et c'est Finn Balor. Ah, Finn Balor. Finn Balor est juste, je le regarde et pour moi, c'est juste le lutteur parfait. C'est pas compliqué. Il y a un look parfait, il y a un équilibre parfait dans son moveset. Il va faire autant du aerial que du technique, que du brawl. Il peut faire n'importe quoi. Sa gimmick est juste... Mouah! L'histoire du démon qui ressurgit pour les matchs importants, j'adore et j'espère d'ailleurs que pour le prochain pay-per-view, ils vont travailler là-dessus parce que justement, Samoa Joe a vaincu Finn Balor, mais a vaincu Finn Balor et non le démon. Et j'espère qu'ils vont travailler là-dessus. Ça va être hyper intéressant si je souhaite vraiment que ça marche oui. une fois qu'il va être rendu à la WWE et qu'ils vont pas scraper le gars parce que ça va être clairement un des lutteurs les plus importants de cette décennie-ci. Fait qu'on on est d'accord pour dire que dans ton cas, Finn Balor, Samoa Joe, Eddie Guerrero, Jeff Hardy, Shawn Michaels sont tes 5 lutteurs favoris. Bray Wyatt. Et Bray Wyatt, oui, Bray Wyatt. Je te dirais qu'on partage encore malgré tout, toi et moi, un grand amour pour Bray Wyatt et Dean Ambrose. Effectivement. On espère que ces lutteurs-là soient pushés, puis on espère aussi que des erreurs comme il y a eu avec les lutteurs du passé, whatever, que ce soit par le traitement ou comment que les lutteurs eux-mêmes se sont comportés, puissent, que WWE puisse ne pas les s'en servir pour, dans le fond, les rabaisser, parce qu'au final, c'est eux autres mêmes qui se rabaissent. Effectivement. Fait que sur ça, on va conclure le podcast avec cette note, avec nos lutteurs favoris, qui était un débat qui a pris beaucoup de tournure, mais c'est parce que faut pas oublier que en tant que lutteur, tu étais aussi bon que les gens avec qui tu travailles. Tu as des exceptions assez rares, comme effectivement CM Punk, Samoa Joe, Finn Balor, Bray Wyatt, Dean Ambrose, qui eux sont capables par eux-mêmes et même Steve Austin, qui même eux sont capables de faire par eux-mêmes leur propre marque de commerce. Alors on vous invite sur ça à nous suivre davantage sur la chaîne YouTube où vous pouvez entendre tous nos podcasts et également avoir accès à les archives de nos épisodes passés. On peut nous rejoindre sur entre 4, le chiffre 4 et coin au pluriel @gmail.com pour les emails. La même épellation entre le chiffre 4 coin au pluriel pour le Twitter. Pour le Facebook, c'est la même chose, c'est entre, cependant, espace 4, espace coin au pluriel, pour nous donner un message, suivre nos activités de nos podcasts, l'annonce de quand est-ce que nos podcasts sortent.
et posez-nous des questions. On va y répondre le mieux possible. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre podcast. On a plusieurs sujets. On a tellement de sujets qu'on ne sait pas lesquels choisir, mais ça va être un bon podcast. Ça va être un podcast divertissant. Il va y avoir du rire, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des émotions. Alors, pour Pierre-Luc Assanto et Richard Adam Gagné, on vous dit à la prochaine. Au revoir.